Alors, on va faire, c'est le dernier cours, on va faire le traitement et la prévention des infections virales. On va commencer d'abord à connaître les principes du traitement antiviral. On a vu les virus, leur cycle de multiplication, les principaux virus d'intérêt médical. Maintenant, on va savoir comment on peut les traiter, comment on peut traiter certaines infections virales. Quelles sont les options thérapeutiques en chimiothérapie antivirale? Alors, la chimiothérapie antivirale, c'est l'utilisation thérapeutique de molécules chimiquement synthétisées capables d'interférer avec le métabolisme des virus pour inhiber plus ou moins complètement son cycle de multiplication. Le développement de la chimiothérapie antivirale est difficile, est lent et difficile. Ceci est dû à trois propriétés intrinsèques du virus. Leur parasitisme intracellulaire strict, c'est-à-dire les antiviraux pénètrent à l'intérieur de la cellule, et donc pour pouvoir les traiter, le virus, donc c'est un peu délicat. Leur incapacité à s'autorépliquer, ils dépendent complètement de la cellule qui l'infecte. Leur diversité, virus à ADN et virus à ARN. La chimiothérapie va se heurter à trois obstacles: l'interférence avec le métabolisme cellulaire, parce que les virus sont intracellulaires et donc nous, on va utiliser des molécules chimiques qui vont pénétrer à l'intérieur également de la cellule pour accéder au virus. Et donc, ça va interférer avec les enzymes cellulaires et donc ça donne un risque de cytotoxicité. La variabilité génétique du virus, il y a des virus qui varient, des variants mutent à chaque fois comme le virus de la grippe. Et donc, pour pouvoir les traiter, donc on peut pas avoir un traitement, c'est-à-dire stable dans le temps contre certains virus variables. Son incapacité à éradiquer l'infection virale latente, une fois le génome viral, comme pour le VIH, il est intégré dans le chromosome cellulaire, donc il est caché, il est à l'intérieur de la cellule, on ne peut pas l'éradiquer. Donc l'action des traitements utilisés, elle est virostatique et non virucide. Le développement de certains vaccins a ralenti le développement de traitements antiviraux. Ce développement de la chimiothérapie antivirale a été grandement facilité par l'avènement des techniques de biologie moléculaire et on a pu comprendre le cycle de multiplication virale de beaucoup de virus. Donc maintenant, on sait que les enzymes virales constituent la meilleure cible spécifique pour les traitements antiviraux. Donc ça a permis aussi de comprendre, d'élaborer des techniques de diagnostic rapide et la prescription précoce d'une thérapeutique antivirale adéquate favorisant son efficacité. Si on fait le traitement de manière précoce, donc on peut traiter de manière précoce également. Maintenant, il y a pour le Covid, il y a des tests antigéniques rapides, la PCR aussi elle est rapide, et donc le diagnostic il est fait en quelques heures, ça dépasse pas les 4 heures. Pour les tests rapides antigéniques, dans 30 minutes, voire moins, 15 minutes, et on a le diagnostic de l'infection par le Covid-19 et on peut commencer le traitement de manière précoce. Qu'attend-on d'un bon antiviral? Qu'il respecte les synthèses cellulaires normales, qu'il inhibe à l'intérieur des cellules la synthèse des constituants viraux effectués sous le contrôle du génome viral. Comme j'ai dit, donc les antiviraux sont virostatiques. Alors, il y a des agents virucides ou bien virulicides qui tuent les virus, mais malheureusement, ces produits-là, on ne peut pas les utiliser pour le traitement. Donc, c'est beaucoup plus, c'est représenté par les antiseptiques et les désinfectants. Le glytaraldéhyde dénature les protéines et les acides nucléiques viraux. Les dérivés chlorés comme l'eau de Javel, ou bien le daquin, ainsi que les dérivés iodiques comme la bétadine sont virucides avec des temps de contact différents. Donc ça tue les virus, mais on ne peut pas les utiliser pour traiter les infections virales chez l'homme. Donc sont virostatiques, ils inhibent réversiblement la multiplication virale. Si on arrête le traitement, le virus il peut reprendre sa multiplication.
Leurs cibles sont les différentes étapes de la réplication virale. Donc la chimiothérapie antivirale, elle va cibler les différentes étapes de la multiplication virale, à savoir l'attachement. Donc il y a des molécules qui inhibent l'attachement, il y a des molécules qui inhibent la pénétration, la décapsidation, il y a des molécules qui inhibent la réplication, il y a des molécules qui inhibent la maturation ou bien l'assemblage, et également des molécules qui inhibent la libération. Donc à chaque étape, les chercheurs ils ont essayé de produire des traitements qui inhibent chaque étape du cycle viral. Alors je donne l'exemple de l'infection par le virus du sida, le VIH. Le VIH, il est là. Peut-être j'ai expliqué avant. Le VIH, donc c'est un virus à ARN. C'est un virus qui comporte 2 molécules d'ARN avec une capside. Il a une capside virale. C'est un virus enveloppé et donc qui possède des spicules ou bien des glycoprotéines de surface. Il y a la glycoprotéine 120 qui elle a la formation ronde et c'est elle qui se fixe sur le récepteur cellulaire, le CD4, en présence bien sûr d'un corécepteur, le CCR5 ou bien le CXCR4. Donc selon le tropisme cellulaire. Donc la fixation, elle se fait glycoprotéine 120 virale avec le CD4 et le corécepteur. Donc à cette étape-là, on peut inhiber cette étape en utilisant des molécules qui inhibent l'attachement qui s'appelle le Maraviroc. Donc vous savez que le VIH, comme l'épidémie du sida, donc elle a révolutionné les recherches scientifiques en ce qui concerne les traitements antiviraux, antirétroviraux, et c'est pour ça que les chercheurs, ils ont produit plusieurs molécules qui ciblent les différentes étapes. Vous allez voir, à chaque fois, on va parler sur le sida, sur le virus du sida, parce que les recherches, beaucoup de dépenses ont été fournies pour la recherche anti-VIH, et donc on a pratiquement à chaque étape une molécule antivirale. Donc la fusion, pour inhiber la fusion, donc il y a une molécule qui s'appelle l'enfuvirtide, qui inhibe la fusion de l'enveloppe virale. On a dit que le VIH pénètre, c'est un virus enveloppé, donc comme la règle générale dit que les virus enveloppés pénètrent par fusionnement entre l'enveloppe virale et l'enveloppe cellulaire. Donc l'enfuvirtide, c'est un inhibiteur de fusion, il va inhiber cette entrée. Après libération, l'ARN viral, il va se transformer en ADN par la reverse transcriptase. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça ou non. J'ai dit que le virus de VIH, il a 3 enzymes. Il vient avec 3 enzymes, la reverse transcriptase, l'intégrase et la protéase. La reverse, d'ailleurs son nom l'indique, reverse transcriptase. Elle fait le travail contraire. Elle va copier l'ARN en ADN. Donc d'habitude c'est l'ADN qui donne l'ARN, mais cette enzyme, elle n'est pas fidèle. Donc elle va faire le travail contraire. Elle va copier l'ARN viral en ADN. Et après, elle va dupliquer cet ADN, elle va le rendre ADN double brun. Il faut, donc, cette étape-là de la transcription de l'ARN en ADN ou bien ADN double brun, elle peut être inhibée par les inhibiteurs de la reverse transcriptase. Il y a plusieurs molécules, on va les voir. Après transcription, cet ADN double brun viral va migrer dans le noyau, il va s'intégrer dans le chromosome cellulaire grâce à l'intégrase virale. Et donc cette étape-là, on peut l'inhiber en utilisant les inhibiteurs de l'intégrase et on va voir les molécules par la suite. Donc après que le virus est intégré, il va détourner la machinerie cellulaire, il va se comporter, c'est comme s'il fait partie de cette cellule et il va synthétiser, il va faire les différentes synthèses, il va produire les ARN messagers, il synthétise les protéines, etc. Et donc il va produire de nouvelles particules virales qui vont quitter la cellule, vont être libérées et donc il y a également, avant la libération, il y a la maturation. Donc, une particule virale qui est synthétisée, avant qu'elle sorte, elle va
subir une maturation, c'est-à-dire assemblage des différentes protéines. Les protéines deviennent plus matures. Et donc, cette étape-là, on peut l'inhiber par les inhibiteurs de la protéase. La protéase, la troisième enzyme virale. Et on va voir les inhibiteurs de la protéase. Alors, les antirétroviraux. Donc, les antirétroviraux sont les traitements contre le VIH. C'est un rétrovirus. Le VIH, c'est un rétrovirus. Donc, vous voyez, il y a 6 principales classes utilisées pour traiter le VIH. Donc, il y a ce qu'on appelle les inhibiteurs de la transcriptase inverse. Donc, vous avez les molécules avec leur abréviation. Vous avez les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, les ephtavirine, etc. Les anti-CCR5. CCR5, c'est un corécepteur, donc il y a le maraviroc qui bloque le corécepteur. Il y a les inhibiteurs de la protéase, il y a les inhibiteurs de l'intégrase, et il y a les inhibiteurs de la fusion. Alors, depuis 1981, ce schéma démontre l'évolution de la maladie au départ et après la synthèse et la découverte de plusieurs molécules antirétrovirales. On avait initialement 28 molécules. Maintenant, on a gardé que celles qui sont, si on peut dire en gras, 15 molécules appartenant à 6 classes. Donc, depuis le premier cas de sida en 1981, donc la synthèse, la première molécule antirétrovirale, c'était la zidovidine. On va la voir par la suite, la zidovidine, produite en 1987. Depuis cette date-là, plusieurs molécules ont été synthétisées, arrivant jusqu'au 2014, là où on a produit deux molécules inhibiteurs de l'intégrase, l'ilvitigravir et dolutegravir. Il y a 3 molécules, de toute façon, il y a même le raltegravir, découvert en 2007. Donc, vous voyez ici les différentes classes. Ce qui est en noir, c'est les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Ce qui est en vert, c'est les inhibiteurs non nucléosidiques. Les rouges, c'est les inhibiteurs de protéase. Inhibiteurs de fusion ne sont plus utilisés. CCR5, le maraviroc, oui, pourquoi pas. Et les inhibiteurs de l'intégrase, qui sont en jaune. Alors, les classes d'antiviraux, on va commencer d'abord par les inhibiteurs de la pénétration. Donc, on va suivre étape par étape, en commençant par la première, qui est la pénétration. Ces molécules peuvent intervenir sur une ou plusieurs étapes précoces du cycle viral, la fixation au récepteur, la pénétration intracellulaire et la décapsidation. Alors, concernant la fixation, donc il y a les inhibiteurs de liaison au CD4. Il y a le CD4 recombinant, c'est un médicament synthétisé qui s'appelle le CD4 recombinant soluble. Sa structure, elle ressemble au CD4, le récepteur, et donc, comme ça, la structure elle est même, le virus, au lieu qu'il se fixe, ça c'est le virus, il est enveloppé, ça c'est la glycoprotéine 120, et ça c'est la glycoprotéine 41. Tout ça c'est la spécule. Elle est formée de la glycoprotéine 41 qui est transmembranaire, et la glycoprotéine 120. Donc, c'est la glycoprotéine 120 qui se fixe sur le CD4. Donc, en présence d'un CD4 soluble qui mime la structure du CD4 normal, le virus ne va pas se fixer sur le CD4 naturel, cellulaire, mais il va se fixer sur le CD4 soluble, et donc on va inhiber la fixation. D'accord ? Alors, il y a les antagonistes du CR5, un inhibiteur de corécepteur qui s'appelle le maraviroc. Alors, le maraviroc, c'est un antagoniste du corécepteur CCR5. Donc, celui-là, donc ça, c'est le VIH. Il va se fixer sur le CD4 et au corécepteur. Donc, la fixation, elle doit se faire sur les deux là,
pour que le virus il s'attache très bien et il pourra par la suite pénétrer à l'intérieur. Alors, on va utiliser un traitement qui s'appelle le Maraviroc. Et donc, ce traitement-là, c'est le triangle en rouge. Il va se fixer sur le corécepteur, sur la deuxième boucle extracellulaire. Et il va bloquer cette structure du CR5. Et donc, de là, le virus ne peut pas se fixer sur le corécepteur. Le Maraviroc est un inhibiteur allostérique du récepteur CCR5. Il a une puissante activité antivirale in vitro et in vivo sur les virus CCR5 tropiques, y compris ceux multirésistants aux autres classes. Donc ce traitement, on peut l'utiliser pour s'il y a une résistance à d'autres classes antivirales, mais on l'utilise uniquement pour le traitement des infections où les cellules infectées ont un tropisme CCR5 ou bien mixte, CCR5 CXCR4. Parce que les cellules immunitaires, il y en a qui ont le corécepteur CCR5, d'autres qui ont le CXCR4. Alors, la pénétration, donc là, on va inhiber la fusion. On va utiliser l'inhibiteur de la fusion, l'enfuvirtide, qui s'appelle également le peptide, c'est un peptide T20. Et donc, ce peptide-là, regardez, le virus, le VIH, il va se fixer sur le récepteur et son corécepteur. Une fois c'est fixé, cette glycoprotéine 41, elle va changer de conformation. Attachement au corécepteur, puis insertion du peptide de fusion. C'est ça le peptide de fusion. Il va s'insérer ici et après, il va former une épingle à cheveux pour pouvoir rapprocher les deux enveloppes virales et cellulaires. Il permet par la suite le fusionnement et la pénétration de la particule virale. L'enfuvirtide ou bien le T20, c'est un traitement c'est un polypeptide qui inhibe la fusion membranaire. Donc, il est là, le T20. Donc, sa structure, elle est semblable à une partie de peptide de fusion. Il va se fixer par encombrement stérique sur le peptide de fusion. Il va bloquer sa fonction. Une fois il est bloqué, donc il ne peut pas bouger et il ne peut pas former cette épingle. Il ne pourra pas fusionner les deux enveloppes. Ce traitement se donne par voie sous-cutanée. C'est clair? Alors, concernant la décapsidation, la montadine et la remontadine agissent avec la protéine M2 du virus de la grippe A, inhibant la décapsidation. Cette protéine intervient à deux niveaux en provoquant l'entrée des ions H+. Elle induit la décapsidation virale. Elle intervient aussi au processus de maturation et la libération des particules virales. Donc, j'explique, ça c'est le cycle viral du virus de la grippe. Donc, au moment où le virus de la grippe, il pénètre, vous vous souvenez, on a dit quoi sur le virus de la grippe? Il pénètre? Comment il pénètre? C'est un virus enveloppé, mais il va pénétrer par endocytose. Il va pénétrer par endocytose, vous voyez ici. Et après, on aura un fusionnement entre l'enveloppe virale et l'enveloppe de l'endosome, libérant les différentes nucléocapsides. C'est un virus à ARN, il possède 8 nucléocapsides, 8 génomes, 8 fragments d'ARN segmentés. C'est un ARN segmenté. C'est-à-dire, il a plusieurs segments. C'est pareil, hein? Il a plusieurs segments, 8 segments d'ARN. Alors, regardez la pénétration du virus par endocytose et au moment de la libération, quand il sera libéré, les ions, la protéine M2, c'est un canal à protons. La protéine M2, elle fait partie du virus. Donc, c'est un canal à protons qui permet l'entrée des ions H+, à l'intérieur de la particule virale. L'entrée des ions H+, favorise l'acidification. Et une fois l'acidification, elle est là, on aura un éclatement et une libération des particules, des nucléocapsides, destruction de l'enveloppe virale, dissociation de la couche de protéines M1 par les protéines M2 et libération des nucléocapsides virales. Donc la protéine M2, elle est tétramérique, canal à protons qui permet l'acidification du contenu et la dissociation de la particule virale. Une fois elle est dissociée,
on aura la libération. Donc, l'amantadine et la remontadine inhibent cette libération, l'action de la protéine M2. Donc, amantadine, remontadine, ce sont des amines de synthèse ayant pour cible spécifique la protéine M2. Donc, ils bloquent la protéine M2 du virus grippaux de type A. Parce que elle est présente uniquement, la protéine M2, elle s'appelle autrement, mais la protéine M2, elle est présente uniquement chez les virus grippaux de type A. Donc, l'amantadine, remontadine bloque l'action de la protéine M2 et donc ça empêche la libération de la décapsidation et la libération des génomes viraux. L'inhibition, elle est irréversible de l'activité canal à proton de la protéine M2. Pas d'action sur les virus de la grippe B parce qu'il n'y a pas la protéine M2. Donc c'est un traitement préventif de la grippe A. Les effets secondaires sont importants, surtout neurologiques. C'est pour ça que ces molécules-là sont maintenant abandonnées. On n'en parle plus. Moi, j'ai mis ça, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des molécules qui inhibent la décapsidation, mais actuellement, on les utilise plus. Donc, il y a un risque aussi important d'acquisition des résistances. Il y a aussi d'autres molécules qui inhibent directement la décapsidation. Donc, de nombreux composés peuvent s'attacher à la capside virale, c'est-à-dire le virus, il est à l'intérieur de la cellule qui vient d'infecter. Et le traitement c'est quoi? Le traitement, c'est que ce traitement-là, il va se fixer directement sur la capside virale, et il va empêcher sa décapsidation, comme pour le traitement des picornaviridés, on cite le chalcone et l'arildone. C'est clair? Donc, on a inhibé la fixation, la fusion, la décapsidation, le génome viral est libéré dans le cytoplasme. On va voir quelles sont les molécules utilisées pour inhiber la réplication virale. On est arrivé à l'étape réplication virale, et donc qui dit réplication dit l'ADN polymérase. Donc les inhibiteurs des ADN polymérases. Ces molécules constituent actuellement la classe des médicaments la plus importante en chimiothérapie antivirale. Donc les molécules qu'on vient de voir sont secondaires. Ce sont soit des analogues de nucléosides, et ce sont alors des nucléosides de synthèse qui agissent comme les nucléosides naturels, sous forme très phosphatée, en se fixant à l'ADN polymérase virale. Leur cytotoxicité est due à des liaisons avec les ADN polymérases cellulaires. Donc c'est ça qui explique. Donc le médicament, il peut se fixer avec l'ADN polymérase cellulaire. Il existe aussi des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Alors, c'est quoi les analogues nucléosidiques? Pour inhiber l'ADN polymérase, les traitements utilisés, on les appelle les analogues nucléosidiques. Agissent par interférence avec la synthèse des acides nucléiques viraux et sont différents des nucléosides naturels, purines et pyrimidiques, entre autres par l'absence du groupement hydroxyle en position 3' du désoxyribose. Ils agissent après avoir été transformés dans la cellule en composés triphosphorylés par les enzymes cellulaires. Donc, par inhibition compétitive avec le nucléoside naturel triphosphorylé, en stoppant ainsi l'élongation de la chaîne virale en synthèse. Donc, vous allez bien comprendre, je vais expliquer par la suite. Donc, les traitements ont une cible principale, les enzymes virales, les ADN polymérase virale pour les principaux anti-herpétiques, l'aciclovir, le chef de file, et les inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH. Alors, je vais expliquer. Là, vous avez la structure générale des analogues nucléosidiques naturels. Un analogue nucléosidique, donc, il a un cycle, c'est le sucre, les oxyriboses, et vous avez ici la base azotée. Donc, analogue nucléosidique, donc on va agir sur le nucléoside naturel, on va changer sa structure. On va soit rompre ce cycle-là, soit on va modifier la base azotée, soit on va ajouter des groupements
addition de groupements fonctionnels. Aussi, on va changer ça, c'est un groupement hydroxyle, on va le changer, etc. Alors, je donne des exemples. Les analogues de la thymidine. Ça, ce sont des exemples de traitements antirétroviraux, des analogues nucléosidiques. Alors, selon la base, la thymidine, il y a l'adjonction d'un radical acide sur C3, c'est l'azidovidine. L'azidovidine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier traitement utilisé pour traiter l'infection à VIH. Regardez l'azidovidine. Ça, c'est un traitement qui s'appelle l'azidovidine. En fin de compte, c'est quoi? C'est un analogue nucléosidique. Sa structure ressemble au nucléoside naturel. Vous connaissez le nucléoside qui fait partie, donc c'est la pièce maîtresse pour synthétiser l'ADN. Plusieurs nucléosides forment la chaîne ADN. Donc zidovidine, c'est un analogue. Donc ça, pourquoi analogue? Parce que sa structure ressemble au nucléoside naturel. Vous voyez? Donc il y a le sucre, il y a la base. La base ici, c'est la thymidine. Donc c'est un analogue de la thymidine. Mais regardez la structure. Là, normalement, il y avait un groupement hydroxyle. Comme on vient de voir sur la première photo, donc la structure normale, ici, il y a le groupement hydroxyle. On l'a changé, on a changé le OH et on a mis un groupement acide. Et ça donne un traitement qui s'appelle la zidovidine. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des analogues nucléosidiques. Donc on va donner un autre exemple. Alors, analogue de la cystidine, la lamivudine, donc on a remplacé le C3, du C3 par un S. La lamivudine, elle est là. Ça, c'est le C3. On a mis un atome S, soufre, et c'est un analogue de la base, c'est la base, c'est la cystidine. La cystidine. Alors, je donne un autre analogue de la guanine, ou bien de la guanosine. L'acyclovir ou bien l'acycloguanosine. L'acyclovir. L'acyclovir, normalement, vous connaissez, c'est un traitement connu. L'acyclovir, on traite, l'acyclovir, on l'utilise pour les traitements, des infections herpétiques à herpès virus. Et, regardez, c'est un analogue nucléosidique. Donc, vous avez le sucre et la base azotée. Mais le sucre, il est coupé. Il n'y a pas, le cycle, il est coupé. Donc, c'est l'acyclo. Acyclo, c'est-à-dire il n'y a pas de cycle. L'acycloguanosine. Parce que la base, c'est la guanosine. Et l'acycloguanosine, c'est un traitement qu'on appelle l'acyclovir. L'acyclovir. Donc, molécule acyclique. L'acycloguanosine, c'est l'acyclovir. Et bien sûr, il y a d'autres dérivés. Tout ça, vous allez voir des schémas. Et c'est des analogues nucléosidiques. Donc, il faut savoir juste que il y a des analogues nucléotidiques. On vient de voir les analogues nucléosidiques et nucléosidiques. Vous avez aussi les analogues nucléotidiques. Nucléotidiques, vous avez un groupement phosphorylé. C'est pour ça qu'on les appelle les analogues nucléotidiques. Donc, le groupement phosphorylé, il est là. Donc, sa structure ressemble à un nucléoside avec la base, bien sûr. Et donc, ça donne différents traitements. Cidofovir, celui-là, c'est cidofovir, adifovir et tenofovir. Et ce sont des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. C'est ça, les inhibiteurs. Comme on a vu au début du cours, inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Ce sont ceux-là. Et après, on va voir les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Ça, c'est la même chose. Alors, une fois on a synthétisé les différentes molécules antivirales, donc pour qu'elles agissent, elles doivent mimer exactement le nucléoside naturel, c'est-à-dire elles doivent subir des phosphorylations. Cette phosphorylation, elle est faite par des enzymes virales. Il y a des virus qui viennent avec leurs propres enzymes qui leur permettent de phosphoryler la molécule antivirale, ou bien par des enzymes cellulaires.
Par exemple, l'acyclovir. Donc, j'ai une cellule infectée par l'herpès virus. L'herpès virus, il a l'enzyme qui s'appelle la thymidine kinase. Et donc, je donne l'acyclovir à cette cellule infectée par l'herpès virus. L'acyclovir, il pénètre à l'intérieur, il rencontre le virus. Le virus, c'est comme si pour lui, il va se défendre. Il ne sait pas le pauvre. Il va produire l'enzyme, la thymidine kinase. Cette thymidine kinase, elle va phosphoryler l'acyclovir. Elle va le phosphoryler en acyclovir monophosphate. Après, il va subir d'autres phosphorylations par des enzymes cellulaires en acyclovir diphosphate et acyclovir triphosphate. Parce que l'analogue nucléosidique doit se présenter sous forme très phosphatée ou très phosphorylée pour qu'il mime exactement le nucléoside naturel. Parce que vous allez voir par la suite, dans la synthèse de l'ADN, donc ça c'est un analogue nucléosidique naturel. Vous avez le sucre, la base, et il a trois phosphates. Donc pour que le médicament il s'apparente dans sa structure exactement à un nucléoside naturel, il doit avoir 3 phosphorylations. D'accord? Donc les traitements utilisés qui sont fabriqués et utilisés, soit la première phosphorylation elle est faite par des enzymes virales comme pour l'acyclovir par la thymidine kinase virale qui est présente chez le HSV et le VZV, virus varicelle zona. Pour le ganciclovir, donc aussi, donc le CMV, donc cytomégalovirus, et l'enzyme ganciclovir kinase, comme le zidovidine, les 3 phosphorylations, elles sont faites par des enzymes cellulaires, et le pseudofovir, comme c'est un analogue nucléotidique, sa structure de base déjà elle a un phosphate, donc il a besoin uniquement de 2 autres phosphorylations pour pouvoir inhiber l'ADN polymérase. Donc ça explique le même schéma. Donc l'acyclovir par exemple, il est très phosphorylé et là il peut interférer avec la synthèse de l'ADN en inhibant l'ADN polymérase. Alors ça c'est la structure de l'ADN. L'ADN c'est un brin d'ADN en synthèse. Regardez ce nucléotide va s'apparenter avec le prochain nucléotide très phosphorylé. Donc, et la liaison, elle se fait entre le C3, là où il y a le groupement OH, avec le C5, là où il y a le premier phosphate. Et c'est l'ADN polymérase c'est-à-dire qui fait cette liaison entre les 2 nucléotides. Et à la fin, on aura la libération d'un pyrophosphate. Alors, maintenant, comment agissent les analogues nucléosidiques? Ça, c'est la synthèse normale, un brin d'ADN en cours de synthèse. Ça, c'est un nucléotide naturel. Et ça, c'est le médicament. Ça, c'est l'acyclovir. Vous voyez, il n'y a pas de cycle. C'est un acyclo. Donc, c'est l'acyclovir. Donc, très phosphorylé. Donc, il doit être très phosphorylé pour entrer en compétition avec le nucléotide naturel. Donc l'ADN polymérase, c'est elle qui fait cet enchaînement, c'est elle qui synthétise ce brin-là. Ce nucléoside, cet analogue nucléoside, il va se fixer sur cette chaîne. Il se fixe ici. Et après, vous voyez, comme il n'y a pas, une fois il est fixé, il n'y a pas un OH. Le C3, il n'y en a plus. Et donc le prochain nucléotide pourra pas se fixer. Là, on a arrêté la synthèse. Donc, on a inhibé l'action de l'ADN polymérase. Voilà. Donc, c'est ça le principe. On a inhibé, c'est les inhibiteurs de l'ADN de manière indirecte. On a inhibé la fonction de l'ADN polymérase en utilisant des analogues nucléosidiques qui bloquent le brin d'ADN, la synthèse du brin d'ADN en cours. C'est clair? J'ai été clair? Oui ou non? Vous avez des questions? Alors, le spectre d'activité, l'acyclovir, il a une faible toxicité, action limitée aux cellules infectées
est actif sur le HSV et le V7V, le goncyclovir sur le cytomégalovirus surtout, la vidarabine sur le virus, l'herpès virus, le VZV, le varicelle zona et le virus de l'hépatite B. Alors, pour les antirétroviraux qui sont utilisés pour le VIH, donc il y en a plusieurs molécules. Donc maintenant, on utilise l'abacavir, l'amivudine, l'anthracitabine. Il y a également pour l'amivudine, voilà. On peut l'utiliser pour l'hépatite B, l'anthracitabine et l'anticavir. Alors, ça, c'était les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. La transcriptase inverse, c'est une ADN polymérase. D'accord? Donc, on vient de voir comment l'ADN polymérase a été inhibé. Et qui dit l'ADN polymérase? C'est la transcriptase inverse du VIH. Parce qu'on a vu dans son cycle viral, la transcriptase inverse, pourquoi c'est une ADN polymérase? Parce qu'elle copie l'ARN en ADN. Donc c'est une ADN polymérase ARN dépendante. Elle dépend de l'ARN pour synthétiser l'ADN. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle duplique. C'est-à-dire, elle rend l'ADN qu'elle vient de synthétiser double brin. Donc, elle va synthétiser le deuxième brin. Et donc, c'est toujours une ADN polymérase, ADN dépendante. Donc, c'est une ADN polymérase. La reverse transcriptase du VIH, c'est une ADN polymérase. Et là, on vient de voir des inhibiteurs de la reverse transcriptase du VIH. Il n'y a pas que des analogues nucléosidiques anti-VIH. Comme on vient de voir, il y a même pour les infections herpétiques, comme l'aciclovir. Donc maintenant, il y a des inhibiteurs non nucléosidiques de l'ADN polymérase. Donc, agissent en bloquant directement l'activité de l'ADN polymérase, comme la reverse transcriptase, en se fixant au niveau d'un site très proche du site catalytique. C'est-à-dire, vous voyez ici, ça c'est le brin d'ADN en cours de synthèse, et celle-là c'est l'ADN polymérase. Donc, l'inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, il va se fixer directement sur l'enzyme, il va bloquer son action. Ces inhibiteurs non nucléosidiques sont également utilisés pour traiter l'infection à VIH. Donc, on reconnaît les molécules comme l'efavirenz, la nevirapine. Celui-là, il est plus ou moins utilisé. La nevirapine n'est plus utilisée. Maintenant, on utilise l'étravirine et la rilpivirine. Donc, ce sont les structures chimiques de ces analogues non nucléosidiques ou bien inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase. Alors, parmi les inhibiteurs non nucléosidiques aussi, il y a le foscarnet, c'est un analogue de pyrophosphate. Regardez sa structure, c'est un phosphate, ou bien on l'appelle pyrophosphate. Il possède une action sur l'ADN polymérase. Regardez, sa structure elle est très simple, mais il peut interagir avec l'ADN polymérase. Il se fixe sur l'ADN polymérase et il bloque sa fonction. Il forme un complexe avec l'ADN polymérase au site de fixation du pyrophosphate, empêchant ainsi la séparation entre pyrophosphate et nucléoside triphosphate et inhibant l'extension. Donc il bloque et il arrête la synthèse. Donc il a une activité anti-cytomégalovirus, le VIH, on peut l'utiliser pour traiter le VIH, HSV, y compris ceux qui sont résistants à l'aciclovir et l'herpès virus 6. Alors, les autres inhibiteurs de la réplication, il y a la ribavirine, c'est un analogue nucléosidique de la guanosine, dont la forme active est monophosphatée et dont l'action aboutit à une déplétion du JTP par l'inhibition de l'enzyme inosine monophosphate déshydrogénase. Donc, elle inhibe l'addition de la coiffe des ARN messagers. Elle est utilisée pour traiter le virus respiratoire syncytial et l'hépatite virale C. Il y a l'interféron alpha qui induit la dégradation des ARN messagers viraux et l'inhibition de la traduction. Il possède également une activité immunomodulatrice.
Donc, généralement, associés dans le traitement des hépatites virales chroniques B et C. C'est clair? Donc là, on vient de voir comment on a inhibé l'ADN polymérase. Que cette ADN polymérase soit antirétrovirale, c'est la reverse transcriptase, ou bien d'autres ADN polymérases, comme pour les infections herpétiques. On a inhibé donc la réplication. Maintenant, pour le VIH, on va inhiber l'intégration. Il y a les inhibiteurs de l'intégration qui inhibent l'intégrase virale et empêchent l'intégration du virus viral, de l'ADN viral VIH dans le chromosome cellulaire. Donc, les différentes étapes de l'intégration, il y a la liaison de l'intégrase à l'ADN double brin, il y a l'étape du 3' processing qui consiste à l'excision de 2 nucléotides terminaux à l'extrémité 3' de l'ADN, et après on aura le transfert de brin, intégration de l'ADN viral dans l'ADN cellulaire, et après réparation, ligation et réparation. Donc vous avez un mécanisme d'action de l'intégrase et des anti-intégrases. Donc l'intégrase se fixe sur l'ADN viral. Une fois la reverse transcriptase, elle a synthétisé l'ADN double brin, donc l'enzyme intégrase, elle se fixe. Elle se fixe sur l'ADN qui devient circulaire. L'ADN viral devient circulaire. Donc l'intégrase, elle se fixe sur l'ADN viral double brin et formant un complexe qui s'appelle le complexe de pré-intégration, ou bien CPI. Ce CPI-là, il va migrer, il va rentrer dans le noyau. Et dans le noyau, il va se préparer pour se fixer, s'intégrer dans le chromosome cellulaire. Voilà, il va s'intégrer. Les inhibiteurs de l'intégrase inhibent cette étape-là. Donc, une fois inhibés, ces cercles-là vont être, si l'ADN proviral circularisé et non intégré disparaît en quelques jours de la cellule. Et s'il s'intègre, donc il est dit proviral intégré, il va persister à vie dans le chromosome cellulaire. Alors, les étapes, comme j'ai expliqué, d'abord la formation de complexes de pré-intégration constitués par l'ADN viral VIH et l'intégrase qui va migrer dans le noyau. Ça, c'est l'ADN viral. Et donc, l'intégrase, elle est en jaune. Et après, la maturation, ou bien 3' processing avec excision. Donc, on aura une coupure ici pour pouvoir faire intégrer ces brins d'ADN dans le chromosome cellulaire. Et ça aboutit à la fin à l'intégration qui permet l'insertion des extrémités de l'ADN viral dans le chromosome cellulaire. Réparation par la suite par des enzymes cellulaires. Donc les enzymes qui inhibent cette intégration, les inhibiteurs qui inhibent cette intégration, nous avons le raltigravir, c'est ça sa structure, l'alvitigravir et le dolutegravir. Nous avons actuellement 3 principales molécules. Ils sont, révolutionner le traitement de l'infection en VIH. Après leur découverte, le pronostic vital du malade VIH était grandement amélioré par l'ajout de ces inhibiteurs de l'intégrase. Donc, ils sont très efficaces. Ils ont amélioré le pronostic vital des malades. Alors, après l'intégration, maintenant, on veut inhiber la maturation en agissant sur la protéase du VIH. Donc, on a synthétisé des molécules qui s'appellent les antiprotéases. La protéase virale du VIH, c'est quoi son rôle? Elle clive le précurseur polypeptidique GAG-POL et individualise dans POL la protéase elle-même. La transcriptase virale et l'intégrase conduisant à un assemblage du virus. Ça, c'est le cycle viral du VIH. Donc, à la fin, quand il y a des ARN messagers qui se synthétisent pour former de nouvelles particules virales, à la transcription, donc au niveau des ribosomes, donc il y a une polyprotéine synthétisée qui formée par les trois protéines principales qui synthétisent le virus, GAG, donc cette partie s'appelle GAG,
pour les protéines de structure, pôle pour les enzymes qui forment les trois enzymes antivirales, trois enzymes virales, comme la protéase, la reverse transcriptase et l'intégrase. Il y a la protéine enveloppe qui synthétise l'enveloppe virale. Donc, vous comprenez ce que je viens de dire? Clair? Oui ou non? Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pardon? Ouais, je suis en train d'expliquer. Mais j'avais l'impression que vous me suivez pas. Alors, la protéase, l'enzyme protéase, elle vient avec le virus. Comme j'ai dit, le VIH, le virus du sida, il a trois enzymes. Il vient avec trois enzymes. Il possède déjà trois enzymes. Il est équipé de trois enzymes. À savoir, la reverse transcriptase, donc, on connaît maintenant son rôle, l'intégrase et la protéase. La protéase, c'est quoi son rôle? C'est elle qui clive. Une fois les synthèses protéiques sont faites au niveau du ribosome, la protéase virale, elle vient et elle coupe le polypeptide synthétisé au niveau du ribosome. Elle coupe les différentes parties protéiques pour former la protéine de la capside à part, les différentes protéines de l'enveloppe, les différentes protéines enzymatiques, à savoir les trois enzymes virales. Vous comprenez? C'est clair? Donc, au niveau du ribosome, on a ça. Le VIH, il est intégré dans le chromosome cellulaire, mais il va synthétiser l'ARN messager. Cet ARN messager, il va au ribosome, il sort du noyau, il est au niveau du cytoplasme, et au niveau du ribosome, il est traduit. Il est traduit en une polyprotéine, une grande protéine de grande taille. Et cette protéine, dans cette polyprotéine, il y a les différentes protéines qui sont codées par tous les gènes de la structure virale, à savoir les enzymes virales, tout, les structures, etc. Et donc, la protéase apportée par le virus, elle va couper cette polyprotéine pour individualiser chaque protéine à part. Vous comprenez? Donc, la protéase, elle va faire des coupures pour séparer la protéase de la reverse transcriptase, pour séparer l'intégrase, pour séparer les protéines de l'enveloppe et pour former les différentes protéines de la capside virale. Et donc, ça permet la maturation, individualiser chaque protéine à part. D'accord? Vous comprenez maintenant? Mécanisme d'action des inhibiteurs de protéase, analogie structurale avec les substrats de la protéase, donc liaison au site actif de la protéase avec une forte affinité. Donc les antiprotéases sont des médicaments qui miment la structure du substrat. Donc au lieu que la protéase virale, elle coupe le polypeptide, elle va couper le médicament. Le médicament, il mime une partie de ce polypeptide. Et donc, par analogie structurale, la protéase, elle va couper le médicament. Donc, il joue un rôle dans la compétition avec les substrats naturels de la protéase. Et donc, défaut de clivage des précurseurs polyprotéiques conduit à la formation de protéines immatures et le virion, il est non infectieux. Donc, il y a plusieurs inhibiteurs de protéase qui ont été synthétisés, sakinavir, ritonavir, donc lopinavir, etc. Donc le ritonavir, c'est un inhibiteur de protéase, mais il a une puissante activité. Donc c'est un puissant inhibiteur de cytochrome hépatique, P450. Il augmente les concentrations plasmatiques des inhibiteurs de protéase associés. C'est pour ça que ils l'ont synthétisé, mais ils ont remarqué que il a c'est un fort inducteur, il donne une forte induction enzymatique hépatique. De ce fait, ils ont décidé de l'associer pour augmenter l'action de l'inhibiteur de protéase associé, mais à des doses très faibles. Donc l'effet pharmacologique, il est très important, il est très toxique
On l'associe maintenant avec les inhibiteurs de protéase à des doses très faibles, dites booster ou bien baby dose. Donc, comme ici, l'opinavir petit R. Vous voyez, le petit R, c'est le ritonavir. C'est un médicament, c'est un inhibiteur de protéase qu'on a associé avec le ritonavir pour augmenter l'action de cet inhibiteur de protéase. Ça, c'est les molécules. Le ritonavir, sa structure. Le darunavir, ce que j'ai mis ici en rouge, ce sont les molécules les plus utilisées. Et l'atazanavir. C'est clair? C'est clair ou non? Alors maintenant, inhibiteur de la noraminidase, c'est la libération. Les antinoraminidases contre les virus de la grippe sont des analogues de l'acide sialique. Le zanamivir et le oseltamivir sont des inhibiteurs de la noraminidase et sont actifs contre l'infection grippale. Donc le malade qui a une grippe, on peut le traiter au début de la maladie, mais c'est un traitement curatif et préventif à la fois. Donc la posologie, elle est de 75 à 150 mg par jour pendant 10 jours et curatif dans les 48 heures. Donc on doit l'administrer dans les premières 48 heures des symptômes, sinon on ne peut pas traiter l'infection. Il a un intérêt chez les personnes à risque de complications, les malades qui ont des débilités, qui ont des comorbidités, et il a un intérêt aussi en cas de pandémie. Donc j'explique le mécanisme. Donc le virus de la grippe, il a 2 spicules à sa surface. C'est un virus enveloppé. Il a 2 spicules, la noraminidase et l'imaglutinine. L'imaglutinine, c'est elle qui est responsable de la pénétration, de la fixation du virus à la surface cellulaire sur un récepteur qui s'appelle l'acide sialique. Après synthèse, le virus il est entré, s'est multiplié. À la fin, il va sortir. En sortant, donc il a toujours sa spicule imaglutinine. Donc il reste fixé à son récepteur. En sortant, il reste toujours fixé à son récepteur cellulaire parce qu'il a l'imaglutinine. Alors là, c'est la noraminidase, c'est la deuxième spicule qui va jouer le rôle et elle va couper cette liaison. Donc il a une action de sialidase. Donc les inhibiteurs de la noraminidase, donc ils vont inhiber l'action de la noraminidase et donc le virus il va rester bloqué, fixé toujours à sa cellule qu'il vient de quitter. Il ne va pas aller infecter d'autres cellules et l'infection elle est stoppée. Donc la noraminidase clive l'acide sialique et empêche sa liaison avec l'imaglutinine. Les inhibiteurs sélectifs et puissants de la noraminidase, on connaît le zanamivir administré par voie nasale et l'oseltamivir, c'est le traitement le plus connu, le Tamiflu donné par voie orale. C'est clair? Donc là, on a inhibé la libération en utilisant les inhibiteurs de la noraminidase. Alors, comment débuter un traitement antirétroviral pour traiter le VIH? On donne toujours 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, comme le tenofovir et l'anthracitabine. L'association s'appelle Truvada, ou bien l'abacavir et la lamivudine. L'association s'appelle Kivixa. On l'ajoute avec un inhibiteur de protéase boosté, toujours le ritonavir, comme l'atazanavir petit r, ou bien darunavir petit r, ou bien on peut ajouter un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, ou bien un inhibiteur de l'intégrase. Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, comme l'efavirenz, la rilpivirine, ou bien l'un des inhibiteurs de l'intégrase. C'est-à-dire, le traitement de VIH comporte toujours 3 molécules, toujours. 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse, soit un inhibiteur de protéase boosté, soit un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, soit un inhibiteur de l'intégrase. C'est clair?
Donc les formes combinées, maintenant pour faciliter le traitement chez les malades CDA, donc à chaque fois c'est le problème qui se posait, c'est le problème d'observance, c'est-à-dire le malade, on ne sait pas s'il prend correctement son traitement, et pour pallier à ce problème, maintenant ils ont associé les molécules pour que ça soit une seule prise, et donc ils ont combiné les traitements comme le Combivir, c'est l'azidovudine plus la lamivudine, Truvada, Tino, l'antricitabine, Kevexa, Abacavir, lamivudine. Il y a d'autres formes combinées qui comportent 3 molécules à la fois, donc comme la tripla et l'Iviplira. C'est clair? Vous avez des questions? C'est clair? Alors, les limites de la chimiothérapie antivirale, la spécificité en général étroite, nécessité d'un diagnostic étiologique précis. Donc, c'est pas comme les antibiotiques à large spectre, on peut traiter plusieurs bactéries à la fois. Pour le traitement antiviral, il faut qu'il y ait un diagnostic précis. Il n'y a pas une molécule antivirale à large spectre. Absence de molécules efficaces pour certains virus. Limite de l'activité antivirale, donc il y a une difficulté à contrôler la réplication à haut niveau et l'impossibilité à éradiquer l'infection latente, comme l'infection à VIH. Il y a le problème de toxicité cellulaire, donc généralement c'est des molécules très toxiques, toxicité médulaire, rénale, neuropsychique et troubles métaboliques. Le coût, c'est des molécules très chères par rapport aux antibiotiques. Il y a également l'émergence de la résistance, comme pour les bactéries. Les virus peuvent manifester des résistances aux traitements antiviraux par mutation. Donc c'est ça, tout ça qui a limité le développement de la chimiothérapie antivirale par rapport à l'antibiothérapie. Pour les antibiotiques, on a plein de classes, plein de molécules, mais pour le traitement antiviral, c'est pas assez. Alors, il y a quelques années, on ne disposait d'aucune drogue antivirale. Aujourd'hui, les molécules antivirales se sont multipliées, ainsi que les cibles, et ce grâce aux connaissances apportées notamment par la cristallographie. Malgré les insuffisances de cette chimiothérapie antivirale, dont une activité non viricide et une émergence rapide de mutants résistants, ils permettent pour certaines infections la guérison et pour d'autres, au moins, une amélioration du pronostic de la maladie et de la qualité de vie des patients.